Je suis là aussi, pas simplement en mon nom propre, mais au nom d'un collectif de journalistes français qui est en train de naître et de se structurer en France, qui s'appelle « Informer n'est pas un délit ». Ce collectif est né en janvier 2015 parce que quelques avocats du droit de la presse et quelques journalistes ont débusqué au détour d'un projet de loi du gouvernement français la volonté de la part de nos élites de museler une partie de la presse d'enquête et des journalistes qui font de l'investigation en rendant certaines de nos enquêtes impossibles. Pourquoi ? Parce que dans ce projet de loi français, il devenait possible, ou il aurait été possible pour certains groupes, de criminaliser nos enquêtes alors qu'elles ne sont même pas publiées. C'est-à-dire d'intervenir pendant notre enquête et de décider quels sont les documents qui sont d'intérêt général, quels sont les documents qui ne le sont pas. Et en général, quand on parle de grands groupes français, vous imaginez bien qu'il y a peu d'informations qui viennent de ces grands groupes qui est d'intérêt général. Donc voilà pourquoi ce collectif s'est monté de manière un peu informelle au début de l'année 2015 sur cette question très précise pour que les journalistes, qu'ils soient d'investigation ou pas, continuent à faire leur boulot, aillent débusquer les infos, fassent remonter les documents et puissent les publier. Le secret des affaires est protégé de manière très large. Il y a dans certains articles de cette directive des exceptions qui permettraient éventuellement aux journalistes de pouvoir révéler des informations d'intérêt général qui viendraient de certains groupes ou de certaines entreprises. Mais il faut que le journaliste fasse la démonstration que ces informations sont d'intérêt général. Ce qui revient à dire que l'entreprise elle-même définit ce qui est de l'ordre du secret ou pas. Et nous, journalistes, lanceurs d'alerte, etc., nous ne pourrions quasiment plus révéler aucune affaire si cette directive était transposée telle qu'elle sera votée par le Parlement d'ici quelques jours. Ce qui veut dire, conséquence très concrètement, LuxLeaks, impossible de sortir LuxLeaks. Une autre affaire, l'affaire Volkswagen par exemple sur les émissions, impossible de sortir ça. Toutes les grandes affaires dont vous avez tous et toutes entendu parler ces derniers mois ou ces dernières années ne pourraient plus être publiées dans vos journaux, sur vos chaînes de télévision ou vos chaînes de radio. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'évolution des formes de pression et la palette qui s'élargit de plus en plus. On a des choses toutes simples aussi. Dans mon cas, j'ai beaucoup enquêté sur les questions du trafic d'or et des relations politiques et mafieuses entre la France et l'Afrique. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce genre de sujet, mais c'est clair qu'on est face à des univers qui sont très opaques, qui se protègent, qui se tiennent les uns les autres. Et ça se traduit de la manière suivante pour la Suisse, en l'occurrence pour le film documentaire Spécial Investigation qu'on avait réalisé en 2014. C'est que graduellement, vous avez toute une série de portes qui se ferment. Vous cherchez d'abord à enquêter en passant par l'administration. Vous activez par exemple la loi sur la transparence. Vous vous rendez compte au bout d'un moment que cette loi-là et que les interlocuteurs que vous avez au bout du fil notent soigneusement votre adresse email, prennent note de toutes vos coordonnées et puis utilisent cela pour informer leurs collègues des départements voisins. Donc très rapidement, vous avez une situation de blocage qui commence à devenir de plus en plus large. Ça passe par le ministère public, ça aboutit au SECO, ça ensuite répercuté ça peut être au niveau cantonal à Genève, ça peut être répercuté au niveau des douanes, mais petit à petit, vraiment, tous vos interlocuteurs ne veulent plus vous parler. Vous trouvez toujours une fenêtre ouverte par laquelle passer pour quand même travailler. Parfois, il faut passer par les fenêtres en France pour apprendre ce qui se passe en Suisse. C'est une manière de faire. Alors, on a des choses, des formes de pression toutes classiques du style... quand vous enquêtez sur le secteur de l'or, sachant que les traders d'or font aussi du commerce de diamants, et puis parfois en jet privé, quand il s'agit d'aller en Afrique et puis de revenir, on ne veut pas faire des allers-retours à vide. Donc le voyage à l'aller, ce qu'il y a dans les soutes, c'est de l'armement, parce qu'on est aussi dans ce secteur-là, et que vous recevez, après vos enquêtes, vous recevez tout d'un coup des emails assez bizarres avec des propositions pour vous équiper en gilet pare-balles.
tout un florilège de formes de pression psychologique. Puis alors après, l'autre chose, c'est que cet univers des communicants, si on parle de presse locale, c'est une chose, mais on est de plus en plus dans un monde qu'on peut appeler le monde du glocal. C'est qu'avec ce cinquième pouvoir, on reçoit aussi tout d'un coup des mails de menaces extrêmement violents qui sont orchestrés par des boîtes d'intelligence économique qui sont basées à Genève, qui dépendent de grandes multinationales américaines. Mais ces mails-là, en fait, ont été... le service de menaces est délocalisé en Inde. Vous recevez des menaces qui viennent en fait d'un cabinet, d'un siège en Inde avec, dans un anglais assez approximatif, toute une série de propos assez inquiétants. Donc, c'est cette évolution-là que je voulais résumer. Je pense que la pression qu'on a subie, qu'on peut connaître en tant que journaliste d'investigation, années 90, 90 jusqu'au début des années 2000, elle est assez particulière. C'est une sorte d'écosystème de pression. Et qu'aujourd'hui, on fait place à un écosystème de pression local, donc beaucoup plus international. Pour donner un ordre d'idée, ça fait par 2 fois que j'ai un cabinet d'avocats américains qui se met en travers de mes enquêtes. Ce cabinet-là, c'est parmi les 10 plus grands cabinets d'avocats au monde, et c'est un cabinet qui a beaucoup œuvré pour mettre en place cette fameuse directive européenne. C'est un cabinet qui fait du conseil dans le domaine des matières premières du secteur industrie extractive. C'est un cabinet dans lequel a travaillé une ancienne ministre de Sarkozy. Donc en fait, dans les ouvrages que j'ai publiés, je retrouve, liés thématiquement, je retrouve ce cabinet-là qui n'a pas qu'une seule fonction de défendre les intérêts d'un client, mais qui est actif dans toute une forme de lobbying extrêmement agressif qui vise à limiter la liberté de la presse. Donc cette évolution-là, je dirais, du local et puis de ce cinquième pouvoir, qui joue beaucoup aussi sur le hacking, les écoutes téléphoniques, la surveillance de tout ce qui est numérique qu'on utilise quotidiennement. Je me demande si on est vraiment paré par rapport à ce genre de menace-là, qui est extrêmement bien organisé, puis qui a une puissance financière. Ce genre de cabinet brasse, c'est des centaines de millions de chiffres d'affaires par an, c'est 1200 employés dans le monde entier, avec forcément un siège à Genève. Donc on est dans, j'appelle ça la menace locale du XXIe siècle.